cellulaires et appareils électroniques. Madame Assessaf demande aussi de ne pas enregistrer vocal ou vidéo, mais les photos, il n'y a pas de problème. On aura possiblement aussi la vidéo de sa conférence disponible plus tard sur nos médias. Ensuite, ça va? Oui, ok. Alors, je présente Dalila Assessaf qui va présenter ses ateliers d'habileté sociale pour les 4 ans et plus qu'elle a développé il y a 2 ans. Je la laisse se présenter. Merci. Merci beaucoup Camille. En même temps, j'ajuste mon micro pour être certaine que ça fonctionne quand je baisse la tête. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui? Super. Ben, bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. Non? Ça me fait très plaisir d'être à l'UQAM. Oui? Est-ce que peut-être mettre... ça fonctionne pas? Plus haut le micro peut-être? Ben, plus haut, je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut mettre ici plus fort? Non, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Est-ce que c'est mieux? Oui. Merveilleux. Vous pouvez me le rappeler. Hein. Quand vous ne m'entendez pas, vous me faites un signe, puis je m'ajuste. Très bien. Donc, encore une fois, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis très contente d'être à l'UQAM parce que j'ai fait une partie de mes études ici. Et en fait, c'était en sciences des religions. Il y a quelques années, c'était un retour aux études et puis j'avais adoré et le programme et les enseignants. Fait un petit clin d'œil à l'UQAM au passage. Et en fait, ça va aider un peu à me présenter, à m'introduire. Donc, je ne suis pas certaine de super bien maîtriser les appareils ici parce qu'en général, c'est sur mon ordinateur. Mais c'est facile ici. Ouais, hein, peut-être c'est espace. Ouais, super. Donc, présentation, donc voilà, je m'appelle Dalila Assessaf, je suis pédagogue et enseignante de formation. Ça fait plus de 15 ans que je suis enseignante. Et en fait, je me suis retrouvée à retomber dans l'enseignement après quelques années où j'ai travaillé dans le communautaire, ici au Québec, qui est mon pays d'adoption depuis 12 ans. Et mettons que c'était un hasard, justement, j'ai parlé de mon expérience ici, mes études en sciences des religions. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, et pourtant si, parce que c'est là que j'ai connu en fait un auteur qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est historien des religions. Et en fait, j'ai étudié par rapport à ses livres. Il arrive à très bien vulgariser tout ce qui était évangile, Jésus, etc., qui était un gros casse-tête. Et j'ai écouté ses conférences à la maison où j'ai un condo à air ouvert. Ma fille, qui avait à l'époque 4 ans, donc écoutait, partageait le même espace, elle écoutait ses conférences et elle me disait « Mais maman, je comprends tout ce qu'il dit, il ne fait pas quelque chose pour les enfants ?» On est allé voir sur son site. Et là, on tombe sur la publication bientôt, mon livre « Philosopher et méditer pour les enfants » va sortir. J'étais comme « Ben voilà chérie, oui, il y a un livre pour les enfants qui va sortir, il a écrit, on l'a commandé. Je l'ai eu en main et en fait, par la suite, j'en ai fait ma vie, tout simplement. On s'était abonné à son site internet, puis on a vu aussi qu'il arrivait à Montréal pour donner une conférence et pour lancer la formation en philosophie et méditation pour les enfants. J'ai fait partie de la première cohorte et j'ai pratiqué tout de suite dans les écoles et depuis, en fait, j'ai jamais arrêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué ma formation à l'Université Laval, parce qu'ici au Québec, on a la chance d'avoir tout un département de philosophie pour les enfants. Celui qui s'en occupe, celui qui a créé ça, c'est Michel Sasseville, qui est une pointure dans le domaine. Puis par la suite, j'ai fait aussi une formation MBSR pour la présence attentive pour les adultes, etc. Donc voilà en gros. Et j'ai fondé donc les Têtes Bien Faites, qui est un organisme à but non lucratif qui offre des ateliers pour les enfants. Et là, on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc, les habiletés sociales. D'après vous, quand on dit habileté sociale, c'est quoi? Là, je vais vous faire participer un peu, même si on digère un peu après le lunch. Si je vous dis habileté sociale, ça vous fait penser à quoi? On peut appeler ça aussi comportements sociaux, des comportements qu'on devrait avoir. Empathie. Pardon? Empathie. Oui, absolument. Oui.
merveilleux. En effet, communication, savoir communiquer, d'autres idées? Oui. Partage de ses émotions. Partage de ses émotions. Oui. Le contrôle de ses émotions. Absolument. Vous avez tous de très très bonnes réponses. Donc, moi j'ai... Donc ça c'est encore la présentation. En fait, j'ai pris donc la définition officielle, entre guillemets, donc attitudes et comportements qui permettent aux enfants d'entrer en contact avec les autres, de bien s'entendre avec eux, de se faire des amis, de travailler en équipe et de prendre sa place. Et forcément, ça les aide à s'adapter à toutes sortes de situations de la vie et forcément aussi réussir à l'école. J'ai aussi posé la question aux enfants. Quand je vais dans les classes, je leur dis pour toi, les habiletés sociales, c'est quoi? Un comportement pour que ça se passe bien, pour un vivre ensemble à l'école, c'est quoi? Et les réponses des enfants de 5 à 8 ans, j'ai fait vraiment concis, hein, parce qu'il y en a vraiment plein. Donc d'après eux, c'est attendre son tour pour prendre la parole, écouter et suivre les consignes, respecter les autres, être gentil, s'excuser et excuser l'autre quand il y a une chicane. Et en fait, ils ont tout résumé. C'est en effet être capable de faire ça pour que finalement ça se passe bien, que ce soit à l'école, à la maison ou avec les amis en général. Donc, les habiletés sociales, ce sont des choses sur lesquelles on travaille beaucoup au sein des tests bien faites, à travers plusieurs ateliers. On s'est basé en fait sur 5 axes officiels qui ont été établis par le professeur Goldenstein et McGuinness. En fait, c'est des professeurs en éducation et en psychologie. Donc, ils ont été très préoccupés en fait par tout ce qui est habileté sociale, par rapport aux choses qui se passent mal en général dans la société. À quoi c'est dû? Ils sont allés chercher l'origine, puis ils se sont dit on va attaquer l'enfance, attaquer, le mot est fort. On va prendre le problème à la source, et puis en fait dès l'enfance, on va mettre en place des programmes qui vont donc être pour les aptitudes de l'apprentissage scolaire, donc savoir écouter, demander de l'aide, suivre les directives. Et là, on rejoint en effet les paroles des enfants, le résumé des enfants qu'on a vu dans la diapo d'avant. Le deuxième axe, c'est les solutions de rechange de l'agressivité. Donc la résolution des problèmes, gérer les taquineries de la part des autres, se tenir loin des disputes, les aptitudes de se faire des amis, la gestion du stress, maîtrise des émotions. Je ne passerai pas par tous les détails. Ça, c'est un peu le côté plat de la conférence où il y a le côté technique, hein, où je donne un peu de détails. On va passer à plus sur le terrain, d'exemples sur le terrain dans pas long. Donc, notre approche à nous, c'est, alors j'adore cette citation de Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Donc en fait, on s'arrange pour que l'enfant apprenne par l'apprentissage, on ne lui donne pas de leçons, on ne lui dit pas ça c'est mal, ça c'est bien, c'est à lui de trouver ses réponses en faisant plein de jeux, d'ateliers ludiques avec nous. Et en fait, là je pourrais aussi parler de ce qu'on utilise comme méthode. On est réellement dans la maïeutique en philosophie, qui est l'art d'accoucher. Alors en fait, là je vais vous présenter un de mes outils pendant les ateliers avec les enfants. Alors, il l'adore. Je vous présente Socrate. Il est un peu décoiffé. Alors, Socrate est là dans tous les ateliers. Donc les enfants l'aiment beaucoup. Ils ont même fait une petite médaille qu'ils portent avec fierté. Et donc en fait, oui, la maïeutique, c'est aussi en fait très socratique, n'est-ce pas? C'est donc l'art de faire accoucher les pensées. Et Socrate disait qu'il avait le même métier que sa maman, à lui, qui était obstétricienne. Donc en fait, elle faisait accoucher les femmes. Et lui, il disait, moi, je fais accoucher les pensées. Donc c'est vraiment à travers le questionnement. Ça va revenir tout le long de la conférence, c'est que vraiment l'apprentissage est fait par l'enfant. On ne donne pas de leçons, on ne fait pas de morale, c'est à eux d'aller chercher dans leur propre raisonnement, finalement, leur propre fonctionnement. Ensuite, donc nos ateliers. Donc, on donne des ateliers de philosophie pour les enfants, de présence attentive et d'exploration
entendu parler de la philosophie pour les enfants d'abord? Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez lever la main s'il y en a qui en ont déjà entendu parler. Est-ce qu'ici, il y en a qui la pratiquent peut-être? Formidable. Donc, ceux qui la pratiquent déjà, qui en ont déjà entendu parler, vous devez savoir qu'il y a plusieurs méthodologies. Je ne voulais pas m'étaler là-dessus dans le côté technique et donner tous les détails. Donc du coup, j'ai juste présenté, je vais vous présenter celle que je pratique finalement, puis celle qui est enseignée à l'université Laval. Donc la philosophie pour les enfants, c'est quoi? Donc c'est un peu l'histoire. C'est une discipline de la philosophie qui a été créée dans les années 60 par deux philosophes, Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp. Donc, à quoi ressemble un atelier? C'est un échange, un questionnement qui se passe entre les enfants avec des règles démocratiques. Alors, moi ici j'ai des affiches que j'utilise dans mes ateliers. Donc, écoutez, alors ça c'est dès que j'arrive en classe en fait, ou n'importe où, je donne la responsabilité aux enfants de tenir cette affiche et de maintenir, mettons, l'ordre. Quand un ami n'écoute pas, alors il y a un enfant qui va faire. Donc, il faut écouter l'ami qui parle, accepter et respecter un avis différent du mien. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tout un challenge quand même pour les enfants et pour les grands, disons-le, des fois. Lever la main et attendre qu'on nous donne la parole. Et ici, on a toujours la définition qui revient pour qu'on se rappelle ce qu'on fait, hein, mine de rien, en philosophie. Pour les enfants, donc je leur mets la définition de la philosophie qui est l'amour de la sagesse avec quelques détails étymologiques. Et ce qu'on fait ensemble, c'est chercher des réponses, réfléchir avant de parler, apprendre à se connaître et voir de nouvelles perspectives. Là déjà ça résume assez ce qu'on fait pendant un atelier de philosophie avec les enfants. Donc voilà pour le matériel. Ensuite, je voulais dire un mot en ce qui concerne les âges. Donc oui, c'est à partir de 4 ans. Donc de 4 à 6 ans, on parle plus d'une préparation à la philosophie. Donc c'est plus les règles démocratiques qu'on va apprendre. Et puis les enfants sont très capables de les absorber et de les appliquer. Ensuite, à partir de 7 ans, déjà là, il y a une certaine maturation au niveau du cerveau qui se fait, donc du côté scientifique. Du coup, avec les enfants, on peut aller plus loin et on peut aller développer une pensée multidimensionnelle. Alors, une pensée multidimensionnelle qui se présente ainsi. Donc, la pensée critique. Donc, quand on fait un atelier de philosophie, ça a l'air de rien comme ça. Hein. Si vous le faites déjà ou si vous l'avez observé, vous allez vous dire « Ah ben c'est un échange, c'est une conversation, c'est super simple. » Mais en fait, il faut aller chercher donc, cette pensée critique qui est la recherche de vérité. Donc un questionnement où je vais prendre la question sous différents angles, où je vais la remettre en question, où je vais énormément questionner cette vérité-là. Par la suite, on passe à une pensée créative, donc la recherche de sens. Dans la pensée créative, c'est tout ce qui est imaginaire. Donc on se permet, il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas de cadre. Donc l'enfant va être capable d'aller imaginer n'importe quelle situation pour aller chercher un sens à cette vérité-là. Et pour finir, la pensée attentive. La pensée attentive dans la bienveillance qui est super importante, qui vient vraiment compléter les deux autres pensées, c'est le fait d'écouter. Donc on écoute tous les arguments pour répondre et non pas pour réagir. Et là on peut vraiment imaginer ça dans le monde des adultes où on se fait des soupers de famille ou les soupers de fête où il y a des sujets qu'on évite parce que sinon ça risque de cogner. Hein. Qui peut me parler des sujets qu'on essaie d'éviter pour que ça finisse pas en chicane entre amis ou en famille? Politique. La religion, merci. Oui, la discrimination. On a des sujets très touchés comme ça, n'est-ce pas? On évite parce que ça risque de mal se passer. Alors, figurez-vous que si vraiment on commence à l'âge des enfants, en fait tout petit, à apprendre justement à écouter, donc à ne pas être dans la réaction, à peser le pour et le contre, à ne pas prendre des choses personnelles,
non plus attaquer. Alors là, il y a plein de détails dans la philo pour enfants que je vous ai évité un peu parce que c'est très très technique. Mais en fait, il y a l'autocritique aussi. Je n'ai pas la science infuse. Si des petits, on se dit, bah, j'ai pas la vérité absolue, forcément, en grandissant, bah, je vais peut-être avoir de meilleurs rapports avec mon entourage, quoi. Je vais plus écouter, je vais pas juger, etc. C'est pour ça que souvent on dit, en fait, la philosophie pour les enfants, c'est une éducation vers la paix. Donc ça prend tout son sens. Alors, les habiletés développées. Les bienfaits de la philosophie pour enfants, en fait, on pourrait en rajouter à cette liste, mais grosso modo, donc, c'est apprendre à réfléchir pour et par eux-mêmes, donc pour et par soi-même, la coopération, l'autocorrection, se donner le droit de changer d'avis, accepter les différences, débattre démocratiquement, développer une ouverture, accepter la différence dans la tolérance, faciliter la littératie et la numératie. Donc là, en fait, c'est des recherches qui ont été faites, j'ai mis le lien de l'article. Et en fait, dans ces recherches-là, on a vu que les enfants qui pratiquaient la philosophie pour les enfants, voilà, je répète le mot, c'est pas grave, arrivaient en fait à améliorer leurs résultats dans les autres matières. Il y avait aussi le français dans la liste. Alors, ne pas s'improviser animateur de philosophie. Je pense que les gens qui pratiquent la philosophie pour les enfants vont être d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je ne sais plus, je pense que c'était toi et toi. Ouais. Et alors, d'après vous deux, pourquoi est-ce que je dis ça? Comme vous pratiquez déjà. Je pense que en tant qu'adulte, on a une posture qui peut être extrêmement directrice, qui qu'on se trouve dans une posture très moralisatrice, celle des enfants souvent, en termes de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis souvent, on a tendance à vouloir transmettre ces valeurs-là aux enfants plutôt que de les outiller à ce qu'ils jugent par eux-mêmes qu'est-ce qui serait favorable pour une posture. Donc, on est comme très bon pour interférer dans le trouble. Absolument, absolument, j'aurais pas mieux dit. On influence beaucoup l'opinion des élèves, des enfants, donc c'est vraiment important de se mettre vraiment, on est vraiment plus là pour aider des fois le tour de parole, de poser des questions supplémentaires, mais sans Absolument, absolument. Et ça, c'est, vous avez raison à 100% tous les deux, c'est le grand danger. En fait, en tant qu'adulte ou pédagogue, on a toujours tendance naturellement à donner des réponses, n'est-ce pas? Et en fait, l'essence de la philo pour enfants, c'est de ne pas influencer, de ne pas mettre de morale. Il faut vraiment que, et vous seriez vraiment étonnés, là j'ai pas encore de vidéo de mes ateliers, je viens d'avoir les autorisations des parents, les vidéos viendront par la suite, je mettrai ça sur mon site internet. Mais en fait, il faut vraiment le voir pour voir à quel point les enfants sont capables d'aller chercher très loin des réponses. Et ces réponses-là, nous-mêmes, on s'en douterait pas, on n'irait pas les chercher. Donc, il ne faut vraiment pas les influencer. Moi, j'ai vu sur le terrain que parfois, les enfants veulent plaire. Souvent, ils veulent plaire à l'adulte, n'est-ce pas? Et donc, des fois, par exemple, je peux vous dire qu'il y a un atelier où on a posé une question, c'était est-ce que l'argent fait le bonheur? Donc, c'était une classe de deuxième année. Moi, je dis deuxième année, des enfants entre 7 et 8 ans. Et les enfants entendent déjà les morales des adultes, etc. Puis, il y en a un qui a dit « Ah ben non, l'argent ne fait pas le bonheur ». Et puis, l'enseignant, les enseignants, souvent, ils sont avec moi. Ils assistent avec moi parce que, voilà, pour plein de raisons. Et l'enseignant avait dit « Oui, bravo ». Et là, tout de suite, tous les copains « Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord avec elle. Ouais, non, l'argent, d'ailleurs, c'est pas bien. » Et c'était parti là-dedans. Et c'est normal, c'est naturel. Et j'ai dû redresser la barre. Et c'est toujours drôle parce que je dis toujours c'est plus facile de gérer les enfants que de gérer les adultes. Et en fait, je suis allée les chercher juste avec un questionnement, encore une fois, où je leur demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur? Et là, il y a un enfant qui me dit, en fait, c'est parce que, mettons que si je gagne au loto, et là on est dans la pensée active où on va aller chercher, justement, on imagine des choses, voilà, des situations, je vais avoir énormément d'argent, je vais acheter tous les jouets dont j'ai besoin, puis je vais rester dans ma chambre en train de jouer, je ne verrai plus mes copains. Alors là, il faut aller encore plus loin. Alors là, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de
copains à la maison et de jouer avec eux. Et là, il était comme, ah ben oui, c'est vrai. Ensuite, l'enseignant, du coup, qui participait, il dit, moi, en fait, je suis d'accord avec vous. Bon, après, on s'est parlé, lui et moi. Je lui dis, alors, je t'explique, il ne faut pas que tu donnes ton avis, il ne faut pas que tu les influences, parce qu'en fait, c'est complètement... après, le but de l'atelier n'a plus lieu. Alors, en fait, il leur dit, mais moi, je suis d'accord avec vous, parce que oui, si je gagne au loto, j'aurai énormément d'argent. Moi, j'adore enseigner, j'adore être avec vous. Puis là, du coup, je n'enseignerai plus, je ferai d'autres choses. Puis, je suis allée chercher lui aussi, puis il dit, finalement, si tu adores ça, est-ce que c'est écrit sur le billet de loto? Non, tu n'as plus le droit d'enseigner. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer à enseigner? Tu auras cette liberté. Alors finalement, on a fini l'atelier en se disant, ce qui vient jouer dans la balance, finalement, c'est notre choix, c'est notre libre arbitre. Et c'est vraiment des enfants de 7-8 ans qui sont arrivés à cette conclusion-là. Ça, c'était pour vous donner un petit exemple sur ce qu'on peut faire et les erreurs qu'on peut faire en tant qu'animateur. Et vous l'avez super bien résumé, mesdemoiselles. Donc pour la formation, les formations que je connais très bien, du moins au Québec, et qui sont vraiment formidables. Donc à l'Université Laval, il y a donc un département, j'en ai parlé un peu au début, tout un département de philo pour enfants. Donc c'est Michel Sasseville, professeur en philosophie, qui a mis ça en place, qui en a fait sa vie depuis 30 ans. Et j'ai fait la formation d'ailleurs à l'Université Laval, que j'ai adorée. Je la conseille à tout le monde. C'est une formation qui se donne en grande partie en ligne. Et donc du coup, on peut ajuster notre vie de maman, de travailleuse, d'épouse, etc. Il y a aussi cette formation Canada. Donc cette formation Canada, c'était ma formation initiale. Donc c'est la fondation qu'a lancé Frédéric Lenoir au Québec. D'ailleurs, je pense que j'ai vu, ils ont un kiosque à alors, un atelier philo sur le terrain. Donc j'ai donné un petit résumé, donc je vous ai dit à peu près comment on fonctionnait. Alors ça c'est une question à laquelle on avait répondu, c'était c'est quoi le bonheur? Alors en fait, pour commencer un atelier, on peut utiliser une histoire. Donc on a besoin d'un stimuli. Donc une histoire, une question en général. Donc une question en général, c'est juste, ok, c'est quoi le bonheur? Ça, c'est beaucoup une méthode de Frédéric Lenoir qui, lorsqu'il en a offert pendant 1 an ou 2 ans dans les écoles en France, lui, il démarre directement, spontanément avec une question. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la tristesse? Etc. Et en fait, dans notre méthode, peut-être bien faite, on aime avoir donc, le stimuli, on choisit, dépendamment de l'atelier, lequel utiliser. Ça peut être aussi une fable philo. Il y a Michel Pickman qui fait des livres de fables philo. C'est des histoires très courtes, je vais vous en lire une tantôt. À partir de ça, on sort une question, une thématique, et en fait, on fait donc l'échange de questions et de réponses ensemble. Dans un deuxième temps, donc voilà, il y a le temps de parole, et on sait tous qu'il y a des enfants, finalement, qui peuvent être timides. La prise de parole peut être difficile pour maintes raisons. Ça peut être juste lors de cet atelier-là, ils ne sont pas prédisposés pour ça, ou en général, parce que c'est pas leur truc de parler en public. Donc du coup, la troisième phase, c'est une phase où, en fait, ça va être plus artistique. Donc on les invite à dessiner, on utilise toutes sortes de supports visuels. Donc ça peut être la peinture, ça peut être aussi la pâte à modeler, ça peut être aussi une séance de mime, où on va parler de choses qui nous touchent, et puis on va demander à l'enfant d'imager ça avec son corps. Donc ça, c'est ce qu'on affiche dans les classes en général, parce qu'on laisse toujours une trace. Donc on affiche donc, le résumé de l'atelier dans la classe, et l'enfant a aussi un portfolio où il garde, en fait, on met des titres à nos travaux au fur et à mesure, et par la suite, il peut rentrer à la maison et partager ça avec ses parents. Cette partie est aussi très importante parce que souvent, je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, quelques-uns. Moi aussi, je suis maman d'une fille de 7 ans, au passage. Et en fait, c'est ça. Souvent, ce qu'on se dit, c'est que alors tous nos enfants sont dans une école d'agents secrets. On est au courant de rien. Le soir, ils rentrent. La journée s'est bien passée. Oui, super. Qu'est-ce que tu as fait?
me rappelle plus. Alors, moi j'ai une astuce à la maison que je peux vous partager. Je pose toujours la question, quelle est la chose que tu as préférée dans ta journée et quelle est la chose que tu as le moins aimée dans ta journée? Voilà, ça fonctionne. Sinon, donc, il y a aussi le partage des ateliers philosophiques. Ils peuvent en effet montrer avec ces supports-là aux parents, voilà ce que j'ai fait. Puis en général, après, j'ai eu quelques témoignages de parents qui m'ont dit, bah, après on ne pouvait plus l'arrêter. Et là, et blablabla. Voilà. Alors ça, bah, vous avez une idée de comment ça se passe, hein? C'est moi dans une classe avec Socrate qui ne nous quitte jamais. Et là, je vous donne un exemple d'un atelier philo à partir d'une fable philo. Donc ce jour-là, on avait choisi de commencer l'atelier en lisant une fable philo. Par la suite, donc, on a eu la phase de la parole où on a échangé. Et pour finir, je leur avais demandé de dessiner leur conclusion. Alors, je vais vous lire la fable philo qui est très courte. Donc, en voyant le dessin, vous allez voir d'où c'est parti. Alors, le titre, c'est « Pourquoi le ciel est loin ?» Alors, au temps de jadis, le ciel était à portée de nos mains. Et c'était quelque chose de merveilleux. En effet, les hommes n'avaient pas besoin de travailler pour se nourrir. Quand ils avaient faim, ils attrapaient un petit bout de ciel et ils le mangeaient. Mais un jour, le ciel se fâcha car les hommes ne le respectaient plus. Ils se coupaient de grands morceaux de nuages ou de lune qu'ils ne finissaient même pas et qu'ils jetaient aux ordures. Le ciel les avertit. S'ils continuaient à le gaspiller, ils s'en iraient. Les hommes un peu impressionnés lui prêtèrent à nouveau attention. Mais les années passèrent et l'avertissement du ciel ne fut plus qu'une lointaine parole. Un jour, une femme vorace se coupa un énorme morceau de ciel. Elle en mangea toute la journée, mais elle ne parvint pas à le terminer. Elle appela son mari, mais il ne put pas le finir non plus. Elle appela alors toutes ses amies et tous les villageois, mais rien ne fit. En désespoir de cause, ils jetèrent discrètement ce qu'il en restait aux ordures. Or, le ciel avait tout vu, et sa colère fut sans pareil. Il se leva aussitôt très haut, très haut, très haut, et il disparut à la vue des hommes. C'est depuis ce temps que les hommes doivent cultiver le sol et travailler pour se nourrir. Alors c'est d'après un conte africain. Donc, ils adorent les fables philo, les enfants. En général, c'est je peux l'envoyer à mes parents, puis les parents le lisent le soir et le soir d'après, etc. Et donc, à partir de cette fable philo, en fait, donc on a lancé la conversation. Je vous épargne aussi tous les détails techniques. Et à la fin, j'ai eu ces dessins-là. J'en ai sélectionné quelques-uns. Et en général, on les affiche aussi à l'entrée de l'école. Puis aussi, les enfants sont toujours très fiers de les partager entre eux. Il y a aussi les secrétaires qui sont très importants. Lorsque j'arrive dans un atelier, dans une classe, je prends des secrétaires qui vont faire de la prise de notes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Il y a des fautes d'orthographe, c'est des gribouillis, c'est des enfants de 5, 6, 7 ans. Et ça va très vite pendant qu'on parle. Le but, c'est pas de, oui, maintenant j'écris très bien, je fais pas de fautes d'orthographe. Non, le but, c'est vraiment de les faire aimer la littératie. Et ils s'en rendent pas compte. C'est tellement ludique. Les enfants qui sont les plus réfractaires à l'écriture, aux dictées, je mets pas le pied dans la salle, qui sont comme ça. Je peux être secrétaire aujourd'hui, je peux être secrétaire aujourd'hui. Ils sont accros. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train en fait, de faire quelque chose qu'en général, en dehors, ils n'aiment pas forcément. Donc voilà pour les secrétaires. Est-ce qu'on peut avoir l'auteur? Michel Pickman? Oui, ben en fait, je vais laisser les livres à la table tantôt. Et puis, alors là, j'ai une de mes petites chéries qui a fait le portrait de Socrate. Donc, quelques paroles et dessins des enfants. Donc, je vous laisse lire. La philosophie nous aide à comprendre le monde. C'est un atelier qui m'enlève toutes mes émotions négatives. J'aime utiliser mon moyen de transport pour visiter mon corps. Ça, c'est la partie pratique de l'attention qu'on va voir juste après. J'aime la méditation des grands car ça me relaxe.
là, c'est parce qu'on fait en fait plusieurs sortes de méditations. Puis, il y a aussi celle des grands, c'est les méditations guidées que vous avez peut-être déjà pratiquées. Voilà. Et puis le côté, alors celle-là je l'ai mise, Dalila et Calme, etc. C'est pas pour vous dire que je suis quelqu'un de bien, c'est juste pour faire ressortir le côté bienveillance, qui est super important. Il y a une grosse partie dans mes ateliers, une grosse partie d'animation qui est vraiment la bienveillance. Et puis le monde de l'enfance, c'est faire vraiment attention comment est-ce qu'on se comporte. Naturellement, on est porté à dire bravo ou alors c'est une bonne réponse. À ce moment-là, si on le fait une fois, on doit s'arranger pour qu'on fasse du renforcement positif à tous les enfants. Parce que nous, on s'en rappellera peut-être pas, mais eux, si. Ça, c'est super important. Il y a une des choses aussi qui est indispensable selon moi dans tous les ateliers, c'est de leur préciser qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Et ça va beaucoup les aider en fait à s'exprimer. Et comme l'expression est vraiment à la base de l'apprentissage dans ces ateliers, le fait de dire ça dès le départ, ça les désinhibe. Voilà. Donc là, on passe à la présence attentive. Donc, il va y avoir plusieurs appellations. Alors là, j'ai choisi comme titre la présence attentive parce que maintenant au Québec, dans le milieu des collèges, des universités, dont l'UQAM, c'est l'appellation qu'on utilise. Mais sinon, vous allez entendre méditation. Donc j'ai mis laïque parce que c'est important de comprendre que ça n'a rien de religieux. Pleine conscience, pratique de l'attention. En France, au niveau du ministère de l'Éducation, c'est ce qu'ils ont choisi comme appellation, pratique de l'attention, puis mindfulness. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi, qui en ont entendu parler ou qui seraient capables de définir dans leurs mots? Oui, non? Pas très inspiré. Alors, là j'ai pris les définitions de Jon Kabat-Zinn. Alors, son nom a été écorché en début. C'est John et pas Job. Donc, d'après lui, la pleine conscience, c'est ce qui se passe au moment où ça se passe. Il s'agit de faire attention au moment présent sans porter de jugement. Donc c'est un entraînement aussi méthodique de manière de vivre pour être dans le moment présent. C'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est ce qu'il nous dit aussi. Alors c'est simple, mais ce n'est pas facile. Moi je pense que ça s'applique aux adultes parce qu'en effet, alors il y a des exercices très simples à faire. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une certaine discipline par la suite. Parce que ça ne fonctionne que si on le fait d'une manière régulière. Voilà. Alors, le fait de faire une pratique de l'attention, une méditation à partir de 3 minutes par jour, mais il faudrait que ce soit tous les jours, c'est mieux que de le faire pendant 6 heures, une fois par mois. Donc, la régularité est difficile. Et je précise que c'est pour les adultes, parce que les enfants ont une des conditions très importantes dans la présence attentive, c'est qu'ils ont l'esprit du débutant. Voilà. Moi, je viens de faire le programme MBSR justement de Kabat-Zinn, qui est offert à l'Université de Montréal. Et justement, on a parlé longtemps de l'esprit du débutant, où il faut en fait avoir une ouverture, ne pas comparer. Voilà. Et les enfants ont ça naturellement. Donc, ils sont prédisposés. Et là, justement, je parle un peu plus de Jon Kabat-Zinn. C'est qui? Alors, en fait, lui, c'est le fondateur de la pleine conscience. Il n'a rien inventé en tant que tel pour la méditation. Parce que lui-même, en fait, donc, étant professeur de médecine à la base, lui, sa discipline de vie, c'était qu'il faisait du yoga et de la méditation. À un moment donné, il s'est dit, ça serait vraiment formidable que je mette sur pied un programme pour les adultes, pour un mieux-être en général, parce que lui, ça lui faisait énormément de bien. Il a fait ça en clinique de cancérologie, là où il y avait des cas lourds, il y avait des gens qui avaient des douleurs chroniques, des souffrances, et en fait, très rapidement, on a vu que les patients qui suivaient son programme allaient de mieux en mieux, du moins psychologiquement. Ils avaient une meilleure perception de leur douleur. Alors la douleur ne disparaissait pas, mais pour vous donner un exemple, mettons que si j'ai mal à la main, parce que je viens de me couper, si je porte mon attention sur cette douleur, je vais avoir très mal. Si je porte mon attention sur le reste du corps,
la douleur va être un peu mise de côté. C'est une question de perception. Donc voilà, d'après ses études, il a vu que en effet le système immunitaire était renforcé. On a une meilleure concentration, les problèmes cardiovasculaires étaient moindres, ça améliore les cas de dépression, ça amoindrit le stress, l'anxiété et les douleurs chroniques. Alors ça c'est en général, et puis d'un côté scientifique. Et justement ce qu'en disent les sciences, alors là j'ai pris en note de quelques recherches qui ont été faites. Donc l'amélioration significative des comportements en classe et relations aux autres de meilleure qualité, diminution de l'anxiété, amélioration significative des compétences attentionnelles, un développement des capacités de résilience et meilleure régulation émotionnelle, meilleurs résultats scolaires, notamment en mathématiques. Donc vous avez les références et les sources à chaque fois. Et là on va faire juste un petit tour de ce qui se passe. On ne va pas faire un cours sur les sciences, sur le cerveau, mais bon, les bienfaits de la présence attentive. En effet, on voit ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'on, dans un premier temps, on a un vagabondage mental. Donc oui, on est là, on n'est pas là, on pense à plein de choses. Lorsqu'on fait de la présence attentive, on fait quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà médité d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience rapidement? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez été guidé? Est-ce que c'était quoi comme, juste me dire la méthodologie? Dans un cours de yoga. Oui, dans un cours de yoga. Au début et à la fin. Donc la personne parlait, c'était une méditation guidée. Parfait. Et vous? C'est moi la même chose, je suis allée dans un centre personnel. Ok, formidable. Donc en fait, pendant qu'on médite, donc au début il y a le vagabondage mental, et en fait, il y a plein d'adultes, moi, qui me disent, des amis, qui me disent mais je suis pas fait pour ça, ou je suis pas faite pour ça, parce que de toute façon, pendant que la personne me parle, je pense à ce que je vais faire à souper, je vais aller chercher ma fille à quelle heure, etc. Et je reviens et je me dis, oh mon Dieu, mais arrête de penser à autre chose, et je reviens. Voilà, je me ressens. Mais en fait, moi, je les félicite, parce que la prise de conscience du vagabondage, vous êtes en train de méditer à ce moment-là. Là, vous pouvez vous féliciter à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes ailleurs. Parce que quand vous vous rendez compte que vous êtes ailleurs, eh bien, vous revenez. Et c'est l'exercice dont le cerveau a besoin, précisément. Voilà, la prise de conscience vagabondage. Ensuite, le déplacement de l'attention. Donc, j'en prends conscience, du coup, l'attention est là maintenant, au moment présent. Et ensuite, la focalisation. Donc, ne soyez pas, il y a une grande partie de non-jugement. Je m'adresse aux adultes, là, même si c'est une conférence pour les enfants. Ne soyez pas dur avec vous-même, laissez-vous le droit de partir et de revenir à chaque fois quand vous faites des méditations, parce que l'exercice est réussi à ce moment-là. Alors là, j'ai un petit témoignage, j'ai choisi une petite vidéo de Jansio Fachin, qui est psychologue et fondatrice du programme Mindfulness en France. On va l'écouter. Jansio Fachin, bonjour. Vous êtes psychologue, spécialiste de la pleine conscience. Donc on vient de voir l'exemple du Canada. Alors vous écrivez que la pleine conscience fleurit en Europe. Quels sont les pays qui sont précurseurs dans ce domaine-là? Alors en Europe, il y a beaucoup les Pays-Bas, puisqu'il y a eu énormément d'initiatives aux Pays-Bas et beaucoup d'écoles qui ont adhéré à ces pratiques, qui sont des pratiques accessibles à tous, qui sont des pratiques laïques, qui sont des pratiques contemporaines et qui sont des pratiques d'une incroyable efficacité. Un peu l'Angleterre, un peu la Suisse, un peu la Belgique et petit à petit en France. Alors, décrivez-nous un exercice de pleine conscience. C'est quoi précisément? Alors, on parle de pleine conscience, de méditation, il y a une terminologie un peu différente. Oui, mais tout ça c'est la même chose. Hein. C'est la traduction de mindfulness qui veut dire la pleine attention en fait, c'est-à-dire la pleine attention, la pleine présence, la pleine conscience du moment présent. Donc l'idée c'est de ramener son attention sur qu'est-ce que je suis en train de vivre et de ressentir juste maintenant, juste là, parce qu'on est très vite dans sa tête à faire des hypothèses sur ce qui va se passer après, à ruminer sur ce qui s'est passé avant, et on apprend aux enfants à se sentir ancrés dans le moment présent, être attentifs par exemple à leur respiration, à sentir la respiration, à sentir le va-et-vient
du souffle dans leur corps, à sentir simplement des exercices tout simples avant un contrôle à l'école. On voit les enfants simplement sentir les mains posées sur la table. Là, vous pourriez le faire, sentir complètement qu'est-ce que je ressens dans ma main, la différence de chaleur de la forme. Oui, mais là, vous voyez tout de suite, quand vous dites c'est un peu froid, vous mettez du cognitif, vous mettez du mental, c'est-à-dire vous mettez de l'analyse. Et là, on voit à quel point on est dans des automatismes et que tout de suite, on analyse. Le projet, l'invitation de la pleine conscience, c'est de revenir aux sensations. C'est-à-dire, ok, vous avez dit c'est un peu froid, et bien vous revenez. Qu'est-ce que je ressens? change quoi concrètement, par rapport à l'apprentissage ou par rapport au comportement de l'enfant? Alors ça change énormément par rapport aux apprentissages parce que ça rend les enfants beaucoup plus disponibles pour les apprentissages. C'est-à-dire ça libère de l'espace dans le cerveau. Et c'est pas juste un truc psychologique. C'est-à-dire que ce que l'on sait et qui est très validé aujourd'hui par les études et par les neurosciences, c'est que ça fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et quand vous avez du cortisol dans le cerveau, ça brouille, c'est-à-dire que vous avez une image brouillée. Vous ne pouvez plus ni entendre, ni comprendre, ni mémoriser. Donc ces exercices-là font baisser le taux de cortisol, augmentent la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'apaisement et du bien-être. Et à ce moment-là, ça ouvre un espace où les apprentissages vont pouvoir venir se poser, se mémoriser et donner aux enfants cette possibilité d'être attentifs. On se plaint tellement de la concentration de nos enfants qui sont des multizappeurs parce qu'on vit dans ce monde-là. C'est notre monde, on ne va pas le critiquer, c'est comme ça. Mais c'est important d'apprendre à nos enfants d'être concentrés et attentifs parce qu'on sait que c'est un prédicteur essentiel de la réussite scolaire, mais de la réussite dans la vie, c'est-à-dire du plein plaisir de vivre. Donc ça apporte un outil d'apaisement, mais aussi au niveau des relations entre les enfants, c'est incroyable comme ça permet de... Vous dites aussi que ça élargit la dimension du cœur, que ce soit dans le cadre de l'altruisme, la générosité. Oui, mais simplement de la bienveillance, c'est-à-dire bienveillance, c'est bénévolat, c'est vouloir du bien pour les autres, mais se vouloir du bien à soi-même, se faire du bien, être beaucoup plus ouvert à ce que sont les autres, à la présence des autres. Ça améliore dans la cour de récréation la fluidité dans les relations, ça apaise considérablement la violence. Et puis pour les profs, ça leur change la vie à eux aussi, parce qu'ils se retrouvent avec des classes disponibles, calmes, ouvertes, sympas. Donc vraiment c'est un bénéfice pour tous et pour les parents. Enfin, c'est vraiment une alchimie positive et qui est tellement simple à mettre en place. Tellement simple à mettre en place, alors pourquoi ce n'est pas proposé précisément dans les écoles maternelles, primaires, au collège, au lycée? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enseignement systématique de la pleine conscience aujourd'hui? Je crois pour deux raisons essentielles. D'abord parce que ce sont des pratiques qui sont récentes, c'est-à-dire dans leur version justement contemporaine, laïque et épurée de toute connotation religieuse ou spirituelle, et qu'il y a un frein, parce qu'il y a encore beaucoup de mythes autour de ça, et qu'on a peur des sectes, et qu'on a peur des choses qui n'ont rien à voir avec ces pratiques-là. Et puis aussi parce que c'est d'une certaine façon... c'est obliger les enseignants à faire un peu un pas de côté et à avoir une autre posture, c'est-à-dire le truc... Ça change la posture de l'enfant, mais aussi de l'enseignant. Oui, parce que c'est le seul moment pour un enseignant où il va fermer les yeux avec ses élèves. C'est-à-dire, au sens propre, il perd ses élèves de vue parce que l'enseignant fait avec. Donc on change de l'enseignement vertical à quelque chose de collaboratif où on fait des exercices ensemble, où on fait des pratiques ensemble. Et quand l'enseignant ferme les yeux, que les élèves ferment les yeux, eh bien à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'estime pour l'enseignant, parce que l'enseignant fait confiance à ses élèves. Et ça change énormément. Vous dites également que c'est une antidote formidable contre la pression du temps. Oui, parce que quand on voit des enfants qui sont exsangues dans leur semaine, bien sûr, ils ont leur temps scolaire qui est déjà extrêmement long, et en France, parmi les plus longs d'Europe, on le sait. Et ensuite, c'est le stress de vite, les devoirs pour le lendemain, vite, il faut dîner, vite, il faut se coucher. Ce qu'un enfant entend le plus dans sa vie, c'est dépêche-toi. Vite, dépêche-toi, c'est l'heure de se lever, dépêche-toi de prendre ton petit-déj, dépêche-toi de t'habiller, dépêche-toi de partir à l'école, dépêche-toi. Et en France, quand on laisse un enfant devant la porte de l'école, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit bon courage.
C'est quand même extraordinaire. Au Québec, on voyait un reportage, on leur dit have fun. C'est quand même déjà dans l'idée. Voilà. J'ai adoré cette partie parce que là, j'ai réalisé qu'en effet, tous les matins, je dis à ma fille, amuse-toi. On peut se féliciter pour ça quand même. Et en venant ici, donc, la pression elle m'a dit, maman, elle avait son cours de piscine, elle voulait venir, mais c'était un peu compliqué. Et elle me dit, maman, bon courage. Et là, je me suis rappelée, je lui ai dit, mais non chérie, dis-moi, amuse-toi. Et la perception a changé. Parce que j'étais comme, amuse-toi. J'avais beaucoup moins de pression finalement. J'ai aussi mon ami qui est avec moi, qui me filme, qui travaille avec moi, qui m'avait dit, mais éclate-toi. Toute la perception change. Et que, c'est ça, on peut se féliciter pour ça au Québec, je pense. Donc, du temps, on l'a subi tous, nous, en tant vous avez dit qu'adultes. que tu ne maîtrisais pas les outils. Comment je reviens T'as cliqué sur les éléments. Et là, ah oui, avec la flèche. Oui, merci. Ok, alors on a presque fini. Là, donc, il y a le partage et c'est pas grave hein, si ça apparaît en haut en bas. Donc, on a le partage des dessins et des paroles d'enfants. Donc, toujours le côté pratique qui est plus agréable hein, à voir. Donc, la méditation m'a appris à être calme. Ça, c'était à la fin de l'année. Ils m'ont fait une surprise à la fin de l'année passée dans une classe de première année où je donnais mes ateliers à raison d'une fois par semaine. L'enseignante, moi je leur fais toujours une fête, hein, philo, méditation, art, méditation, philo en fin d'année, où je leur donne des diplômes, on fait la fête, on mange des sucreries. Et en fait, ils m'ont préparé une belle surprise avec l'enseignante. L'enseignante leur a tout simplement dit, écrivez-lui à Dalila ce que ça vous a apporté, la méditation et la philosophie, les ateliers en général. Et donc, elle a bien pris soin de mettre le côté, en effet, témoignage et dessin, comme je le fais dans les ateliers. Et puis là, j'en ai choisi un. En l'occurrence, c'est celui de ma fille. Sarah, c'est ma fille qui est tombée dedans, en fait, depuis l'âge de 4 ans. Et par la suite, vous allez en voir d'autres, ceux de ses camarades. Je dois vous dire que j'interviens, en fait, dans vraiment plusieurs classes. Mais là, cette dernière année, c'est beaucoup plus des classes d'enfants de 5, 6, 7 ans. Voilà. Donc c'est ça que vous allez voir des dessins de ces enfants-là. On va juste parler rapidement de l'exploration des émotions, mais en fait c'est vraiment partie intégrante de la présence attentive. Donc c'est quoi? Donc en effet c'est, je viens de le dire, complémentaire à la pleine conscience. Donc quels sont les bénéfices? Bon, on fait quoi? On apprend à connaître, à nommer nos émotions. Et là c'est beaucoup par le dessin. Okay? La recherche ensemble, on y réfléchit, mais on dessine et on mime nos émotions. Donc essayez de comprendre la colère, la joie, la tristesse, l'anxiété, etc. On parle des températures, là je fais vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On parle de la température qui fait dans mon corps quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais, la conséquence. Des fois, eh bien oui, je vais taper mon petit frère. Oui, mais est-ce que ça me fait du bien? Oui, sur le moment. Et là, je fais toutes les questions-réponses avec les enfants. Oui, mais est-ce que ça règle le problème qui t'a mis en colère? Ah ben non. Ah ben je vais peut-être pas le taper la prochaine fois. Donc voilà, ça ressemble grosso modo à ça. Là, j'avais aussi une petite vidéo, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de la regarder. Donc ça explique vraiment bien, finalement, je l'ai un peu résumé. Donc le comment du pourquoi, c'était une petite fille qui était très fâchée, mais en fait, lorsqu'elle nomme son émotion, elle arrive à déjà redescendre. Donc elle se calme dans un premier temps, puis ensuite, elle retourne vers sa maman pour lui dire « Ah ben écoute, finalement, c'était pas toi le problème, j'étais juste frustrée à cause de telle chose. » En fait, de nommer sa frustration qui fait, son émotion en général, qui fait toute la différence. Là, je vous ai partagé un dessin de météo intérieure. Donc, dans cet atelier-là d'exploration des émotions, on fait dessiner les enfants et j'invite tous les adultes à le faire. Maintenant, moi, je partage énormément sur ma page Facebook des têtes bien faites. Donc, ça s'appelle Atelier pédagogique pour les enfants, têtes bien faites. Je partage régulièrement donc les dessins et les activités que je fais avec les enfants. Et maintenant, tous mes amis le font. Ils me disent, moi, là, aujourd'hui, je dessine ma météo intérieure et en effet,
il y a des orages, il y a le tourbillon, etc. Donc c'est tout simplement voir quelle météo il fait à l'intérieur de moi-même. Et puis le fait de dessiner et de prendre tout son temps montre en fait au fur et à mesure aux enfants ou aux adultes que la météo en fait change. Donc si c'est une météo où ça va très mal, où il y a les éclairs et la tempête de neige et le verglas, etc., eh ben, je me rappelle que ça a une fin. Et si pendant cette mauvaise météo, je me rappelle qu'en effet, ah ben oui, après, il peut y avoir le beau temps, etc., ben, ça va déjà me faire du bien. Il reste 5 minutes, on me dit, et qu'on speed. Ça tombe bien, c'est le résumé. Donc là, en fait, j'ai mis quelques méthodes qu'on utilise, les supports et les stimuli qu'on utilise aussi, puis valeurs et objectifs. Mais en fait, il y en a aussi d'autres. Donc Matthew Lipman, comme je l'avais dit au début, Michel Sasseville, qui est une pointure au Québec, un incontournable. Il a écrit plusieurs livres à propos de la philo pour les enfants, très accessibles. Vous trouverez ça en bibliothèque et en vente. Frédéric Lenoir, évidemment. Puis en fait, ensuite vous avez John Kabat-Zinn, Isabelle Filioza, qui est une spécialiste du monde de l'enfance, Hélène Snell pour la méditation pleine conscience, Catherine Guéguen et Marie-Jeanne Trouchot, qui sont aussi des femmes, des spécialistes de la communication non violente, entre autres, et du monde de l'enfance. Voilà, c'est à peu près ça. Je ne dirai pas tout. Donc, conclusion, je vais vous laisser lire des témoignages d'enseignants et d'enfants. Bon, au niveau des têtes bien faites, on va bientôt offrir des ateliers parents-enfants, parce que les parents me l'ont beaucoup demandé. Du coup, j'ai changé la mission de mon organisme pour impliquer les adultes, parce que voilà, comme ça va être un combo pour toute la famille. Puis aussi des ateliers de pleine conscience pour la gestion du stress pour les adultes bientôt, parce que je viens d'être certifiée pour une partie de MBSR et je continuerai encore ma certification ici à l'UQAM d'ailleurs. Je pourrais aussi offrir donc les ateliers aux adultes. Donc période de questions et merci beaucoup. Alors, regardez pour après les questions. On va faire quelques questions. Malheureusement, Dalila a des obligations familiales après, donc à 14h, elle doit quitter. Par contre, elle a apporté ses cartes d'affaires, puis elle vous invite à en prendre une, puis communiquer avec elle par la suite. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? En fait, c'était tellement limpide que personne... Ouais. Non, du tout? Oui? Ah oui? Valérie, donc tu as commencé à pratiquer la philosophie pour les enfants dans les écoles. Est-ce que c'était les classes de ta fille ou tu as commencé à... Ah non. En fait, j'ai commencé dans la classe de ma fille et maintenant, en fait, je couvre plusieurs classes. Tu es toujours dans l'école de ta fille? Non, pas seulement. Oui, tout à fait, absolument. Je vais aussi dans les bibliothèques. J'ai des partenariats avec plusieurs bibliothèques finalement. Puis je vais aussi dans les centres culturels. Grosso modo, c'est ça. D'autres questions? Si? Oui. Et c'est seulement à Montréal ou tu te promènes dans les autres régions? Je me promène aussi dans les autres régions. Absolument. Oui, Anna? Est-ce que les ateliers par enfants que vous voulez offrir vont être juste pour enfants de bas âge ou adolescents aussi? Adolescents aussi. Ah oui, absolument. Quelqu'un d'autre? Non? Parfait. OK. Donc, merci encore. Et puis, bonne fin de semaine. Pour ceux qui étaient intéressés à l'atelier Approche de Mohamed Goud, le local a changé, c'est beaucoup plus proche. C'est au M260, donc au niveau métro. Quand vous retournez à l'accueil, il y a un escalier roulant qui descend l'étage en dessous. C'est un des locaux qui est près d'espèce de cafétéria. Vous allez voir, on a aussi des bénévoles qui vont vous aider à vous orienter. Il y a bien sûr d'autres conférences, ateliers en même temps, mais si c'est celle-là qui vous intéresse, le lieu a changé. Merci tout le monde. Oui, je parle de l'atelier qui a de la musique avec
Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est pas... Il y avait La prochaine est à 15h.